Matinée dédiée à la cybersécurité industrielle. Et donc, vous êtes de retour pour entendre le talk de Wavestone. À côté de moi, Jérôme Billois et Arnaud Soulier, qui sont respectivement partenaires et managers du cabinet Wavestone. Ils vont nous présenter leur benchmark des systèmes d'information et de leur sécurité dans l'environnement industriel. Je vous laisse la parole, messieurs. Merci Delphine, bonjour à tous. Donc effectivement, on va partager aujourd'hui avec Arnaud Soulier le travail réalisé par nos équipes spécialisées dans les SI industriels. Wavestone, vous nous connaissez certainement, cabinet de conseil en management, plus de 3600 personnes, 600 sur la cyber, mais aussi 60 sur les sujets de l'industrie 4.0, de la sécurisation de tous ces nouveaux systèmes, soit à la fois très en amont sur les politiques, sur l'organisation, les projets, mais aussi vraiment les mains dans le cambouis, je vais dire, avec la réalisation d'audits, de tests d'intrusion sur les différents sites industriels de nos clients. Et c'est vraiment ce qu'on voulait partager avec vous ce matin, c'est qu'est-ce qui se passe sur le terrain. On a vu dans les tables rondes précédentes qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on avance. Là, l'idée, c'est de partager avec vous des statistiques, des remontées de ce qu'on a pu voir très très concrètement. Alors, c'est des chiffres qui sont issus de la réalisation de plus de 40 audits de sites industriels, qu'on a réalisé sous la même méthodologie avec les mêmes points de mesure. On en a fait plus, mais malheureusement, on n'a pas pu tous les intégrer parce que les conditions n'étaient pas tout à fait les mêmes et on voulait quelque chose qui soit solide quelque part dans l'analyse. Ce benchmark, on va continuer à le faire vivre. On a une vingtaine, 25 audits de sites qui devraient être ajoutés cette année, avec l'ambition évidemment de le faire vivre dans la durée et de pouvoir partager avec vous les différentes évolutions qu'on peut voir. Sur l'échantillon, aussi, on est sur une dizaine donc de clients concernés dans des secteurs très variés que vous pouvez voir ici, du pharmaceutique, de l'énergie, du manufacturing, etc. Donc pour nous, ça représente déjà un échantillon qui est intéressant et qui permet de partager finalement des conclusions qui valent le coup. Et donc, je vais passer la main à Arnaud tout de suite, qui va eh bien, vous présenter sur les différents axes que vous voyez là, des axes assez haut niveau comme la gouvernance, jusqu'à des axes très techniques, par exemple sur l'administration système, les principaux enseignements qui sont issus donc, de toutes les missions qu'il a réalisées avec tous ses collègues spécialisés dans le domaine. Merci. Hop. Ça marche. Bonjour à tous. Et effectivement, 5 thématiques aujourd'hui qui sont, on va dire, on les a sélectionnées parce que c'est celles qui nous paraissaient les plus pertinentes, dont les chiffres étaient les plus intéressants. Il y a évidemment bien d'autres thématiques qui seraient intéressantes à creuser. Et on va commencer par la gouvernance. Gouvernance qui n'est, pour ceux qui me connaissent, pas mon fort. J'ai plutôt une formation de pentester, donc on va dire que c'est pas forcément ma tasse de thé, mais néanmoins, le constat qu'on fait sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, sans gouvernance appropriée, ça ne marche pas. La cybersécurité des SI industriels, il y a besoin de grosses transformations. Donc j'étais assez agréablement surpris de voir que la plupart, c'est-à-dire 66% des sites disposaient d'une PSSI spécifique aux équipements industriels. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle était appliquée à 100%, mais elle existait. Quasiment la moitié avait un responsable, ou en tout cas quelqu'un qui avait la casquette cybersécurité, côté industriel. Là encore, ça ne veut pas dire qu'il avait la formation, les moyens nécessaires ou la charge de travail, tout simplement. Mais le chiffre le plus intéressant sur la partie gouvernance, c'est le dernier, sur la partie exigence de sécurité. Je crois que c'est quelque chose qui a été mentionné dans la table ronde précédente. Moins d'un tiers des sites industriels que l'on a audités étaient en capacité de fournir des exigences cybersécurité pour leurs fournisseurs. Les cycles de vie dans les SI industriels, on le sait, sont quand même assez longs. Et si en 2021, je suis incapable de fournir des exigences claires pour la cybersécurité, eh bien malheureusement, ça n'augure rien de bon pour les 10 à 20 prochaines années sur mon site industriel. Donc c'est vraiment un aspect sur lequel il va falloir insister fortement. Sur le bas du slide, on va dire quelques insights, ou on va dire quelques convictions de notre côté. La nécessité d'avoir évidemment des équipes mixtes et de faire travailler ensemble les gens de l'IT et de l'OT. C'est un vrai challenge, mais c'est la seule façon d'arriver à faire progresser le niveau de cybersécurité. Et enfin, l'autre partie, la partie outillage. Les outils sont nécessaires, mais ne sont pas suffisants. Donc aujourd'hui, se lancer dans un projet de cybersécurité des SI industriels en achetant un outil et sans prévoir la formation et les personnes pour l'utiliser correctement et l'exploiter correctement, ben malheureusement, ça ne va pas fonctionner très bien non plus. Deuxième sujet, un peu plus technique et un peu plus classique aussi, quand on parle de cybersécurité des SI industriels, le cloisonnement réseau.
Donc là, les chiffres ne sont pas très bons, mais ce n'est pas vraiment une surprise. Je pense que si on demande dans l'assistance, on sait que c'est encore aujourd'hui un vrai problème, le cloisonnement. 17% des sites audités avaient des automates directement sur le même réseau que la bureautique. Donc là, on est quand même sur un niveau de segmentation qui est inexistant. Et si on va un peu plus loin, même en ayant des réseaux séparés ou on va dire partiellement cloisonnés, il y a quasiment un tiers des sites sur lesquels, depuis le réseau bureautique, on peut accéder directement à des automates programmables industriels et donc, étant donné leur niveau de sécurité actuel, potentiellement avoir un impact non négligeable sur le procédé industriel. Enfin, le sujet de la DMZ, donc qui permet, on va dire, de sécuriser les échanges entre le monde industriel et le monde bureautique. À peu près la moitié des sites disposaient d'une DMZ, on va dire, correctement implémentée. C'est-à-dire c'est une DMZ où les flux passants ne sont pas autorisés. Également un certain nombre de clients de sites industriels, on va dire, qui ont des DMZ, mais qui ne sont pas fonctionnels ou qui ne sont pas configurés comme nous, auditeurs, aimerions les voir. Donc évidemment, ce sujet du cloisonnement, c'est un bon premier sujet technique pour les SI industriels. Il faut souvent partir de là. C'est la première étape pour, on va dire, réduire les risques. Un très bon retour sur investissement, avec un focus particulier à mettre évidemment sur les systèmes instrumentés de sûreté, qui sont là pour prévenir les catastrophes et les incidents et accidents majeurs sur les sites industriels. Et un autre point d'attention sur le fait que le cloisonnement, il ne s'entend pas que au réseau. Il y a également un principe qui est important, c'est comprendre le cloisonnement en termes de référentiel d'identité et de gestion des machines. Et là, je parle évidemment d'Active Directory. Avoir un cloisonnement réseau très fort et très bien implémenté, mais avoir toutes ces machines dans un Active Directory, dans deux Active Directory avec des relations d'approbation un peu permissives, finalement, c'est là aussi peu efficace d'un point de vue cybersécurité. Ensuite, si on poursuit sur la partie cloisonnement et réseau, il y a un sujet un peu à part qui est intéressant, c'est le sujet des accès distants. Premier élément, les accès distants, ils sont absolument indispensables au bon fonctionnement d'un site industriel aujourd'hui. On ne peut pas demander à un industriel de couper ses accès distants, il est trop dépendant de fournisseurs tiers qui sont en charge du maintien en conditions, même pas de sécurité, mais déjà opérationnelles, des systèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, quasiment 9 sites industriels sur 10 que l'on a pu visiter disposaient d'un ou de plusieurs accès distants. Ces accès distants, lorsqu'ils sont individuels, sont relativement faciles à sécuriser. On a des solutions côté IT pour mettre en place des accès distants sécurisés. En revanche, la question se pose plutôt pour les 44% qui ont une connexion site à site avec un prestataire, ou un partenaire, ou un fournisseur. C'est-à-dire que dans ce cas-là, une authentification nominative n'a pas forcément de sens, puisqu'on a bien deux réseaux différents qui vont directement communiquer, parfois pour faire du monitoring en temps réel, pour aller récupérer des valeurs, faire de la maintenance prédictive. Donc ça, c'est des sujets qui sont beaucoup plus challengeants d'un point de vue technique. Et enfin, statistique qui, à mon sens, est vraiment intéressante sur les accès distants, 42% des sites que l'on a visités utilisaient une ou plusieurs, on a vu pas mal de sites où il y en avait plusieurs, solutions d'accès distant qui n'étaient pas officielles. Qu'est-ce que j'entends par là? TeamViewer, LogMeIn, un certain nombre de solutions qui paraissent orientées un peu grand public. Aujourd'hui, mon propos n'est pas du tout de dire que ces solutions ne sont pas sécurisées. Au contraire, TeamViewer propose des fonctionnalités de sécurité assez intéressantes, notamment le fait qu'on n'est pas obligé d'exposer des choses sur le réseau, contrairement à un concentrateur VPN qu'on ne met jamais à jour. En revanche, quand ces solutions ne sont pas gérées et ne sont pas officielles, on n'a pas de politique de sécurité afférente, et donc souvent on se retrouve avec une gestion des utilisateurs et des mots de passe qui est extrêmement défaillante. Voilà le sujet principal. Donc, de manière très simple, ne pas faire la chasse aux accès distants, ils sont nécessaires, et il faut arriver avec des solutions pour proposer à l'exploitant du site industriel des moyens de communiquer et de permettre à ses fournisseurs d'accéder, on va dire, d'accéder au site ou à certains systèmes. Alors, je parle très très vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire et que je n'ai que 15 minutes, j'en suis désolé. Et je vais poursuivre avec un autre sujet majeur, l'administration système. Aujourd'hui, sur un SI industriel, il n'y a pas que des automates, il y a beaucoup de postes de travail, il y a beaucoup de serveurs, et donc on a besoin de faire de l'administration système. Sur les 2 dernières années, environ un tiers des sites que nous avons audités n'appliquaient aucun correctif de sécurité. La durée de vie d'un SI industriel est peut-être... Alors, sur les automates, elle va être très longue, parfois 20, 30 ans pour les plus anciens. Sur les PC et les serveurs, on est peut-être sur un cycle un peu plus rapide de renouvellement, mais néanmoins, quand je dis aucun correctif de sécurité, c'est aucun correctif depuis 5 ans, 10 ans, et donc la possibilité pour un attaquant ou un auditeur comme nous de assez facilement prendre le contrôle des machines, tout simplement.
Par ailleurs, la moitié des postes, la moitié des sites ne disposaient d'aucune solution de détection antivirus, EDR, endpoint protection, comme on dit aujourd'hui, au sens large, sur aucune machine. Là, je parle vraiment d'un site qui ne dispose d'aucune protection. La moindre clé USB, le moindre email ouvert, c'est la porte à la compromission d'une première machine. Et enfin, pour revenir au sujet que je mentionnais sur le cloisonnement réseau, sur la partie Active Directory, cette notion de cloisonner l'Active Directory, aujourd'hui, on a quand même un quart des sites pour lesquels l'ensemble des machines Windows, donc les postes de travail, les IHM qu'utilisent les opérateurs, les serveurs SCADA, les historians, faisaient partie de l'Active Directory bureautique, ce qui veut dire évidemment qu'en cas de compromission de l'Active Directory bureautique, on pouvait assez facilement aller impacter là aussi directement le procédé industriel. Donc ça c'est un vrai sujet, il y a plusieurs approches, sécuriser l'ensemble et avoir un seul Active Directory extrêmement sécurisé. Il faut y croire. L'autre solution, c'est plutôt de cloisonner, de faire des sous-périmètres sur lesquels, en fonction de leur criticité, on va pouvoir appliquer, on va dire, des règles de sécurité qui soient un peu plus adaptées. Et c'est ce que font la plupart de nos clients, je dirais. Le constat, c'est aussi que les personnes en charge de cette administration système sont rarement formées sur site. On a des profils qui sont plutôt des ingénieurs automaticiens, qui aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ont des tâches qui se rapprochent plus d'un administrateur système Windows sans en avoir la formation et les compétences. Et sur le sujet du patch management, donc l'application des correctifs de sécurité, là aussi, notre retour d'expérience, c'est de ne pas être trop ambitieux. Rien ne sert d'appliquer, je vais peut-être un peu trop loin. Il n'est pas forcément nécessaire d'appliquer l'ensemble des correctifs sur l'ensemble des machines. En revanche, il est indispensable d'avoir un mécanisme pour appliquer en urgence un correctif sur les machines les plus exposées. Celles qui sont connectées à Internet, celles qui sont dans la DMZ, celles qui sont accessibles, en somme, par l'extérieur du site industriel. Je vais poursuivre avec le dernier thème de cette présentation qui est la résilience, donc on va dire la capacité pour un site industriel à continuer son activité, même peut-être de manière dégradée, en commençant par une statistique qui, moi, m'a beaucoup étonné, car je la trouvais élevée, 12%. Donc ça fait 3 sites industriels qu'on a audités les 2 dernières années, qui avaient subi un incident de sécurité qui avait impacté la production. Donc on ne parle pas simplement d'une détection antivirale sur un poste de travail, on parle vraiment d'un incident qui a nécessité d'arrêter la production, d'effectuer des actions de rémédiation pour ensuite réenclencher la production. Je m'attendais à beaucoup moins, on parle finalement assez peu, je trouve, d'attaques sur les SI industriels. On a toujours la vision Stuxnet, Triton ou Trisys, d'attaques un peu state-sponsored, qui sont très avancées techniquement. La réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est du minage de crypto-monnaies, c'est du rançongiciel qui peut aussi infecter les postes de travail industriels et du coup impacter le procédé. Autre sujet assez intéressant, c'est la défense matérielle. On a tendance à penser que c'est un sujet qui est plutôt bien maîtrisé par les sites industriels. Dans notre expérience, il y a quasiment un tiers des sites qui disposaient d'automates qui étaient obsolètes. Le fabricant n'est plus en mesure de vous vendre de nouvelles pièces. Et pour autant, ils étaient incapables de prouver que le stock d'automates et de pièces détachées qu'ils avaient leur permettrait de continuer à produire pendant, je ne sais pas, 6 mois, 1 an. Il y a des sites industriels que j'ai audités qui m'ont dit avoir un plan en cas de défaillance sur un site majeur. Ils avaient prévu d'arrêter un site de moindre importance qui générait moins de revenus pour débrancher les automates et les remettre sur le site principal. Donc c'est quand même un mode dégradé qui peut paraître peut-être un peu bancal, même si financièrement il a sans doute du sens. Donc c'est un vrai sujet. L'obsolescence, elle n'est pas que logicielle, elle est également sur du matériel. Et quand on commence à creuser, on se rend souvent compte que les personnes ne sont pas en capacité de dire « oui, j'ai bien toutes les références de mes cartes entrée-sortie en cas de défaillance ». Enfin, un sujet qui sans doute n'étonnera personne, le sujet de l'inventaire. Évidemment, un inventaire, c'est compliqué à faire, c'est encore plus compliqué à maintenir. Et sur les 40 audits qu'on a menés, environ 40, environ un tiers des sites disposaient d'un inventaire. Je tiens à préciser qu'on n'était pas trop difficile. On n'a pas exigé... Pour que la catégorie passe, on va dire, en vert, enfin, elle devait être en vert, pas en rouge. C'est-à-dire que pour qu'on considère que l'inventaire était à jour, on n'était pas à 1 ou 2 machines près. On était sur le fait qu'il y avait quand même une compréhension globale de l'inventaire avec les versions majeures. On n'a pas exigé la liste de tous les logiciels installés comme pourraient l'exiger certaines réglementations.
Donc la SI, évidemment, c'est très faible, et souvent cet inventaire, il est défaillant non pas sur les machines qui sont maîtrisées par l'exploitant, mais bien sur les machines OEM ou black box, c'est-à-dire des choses qui sont achetées clé en main par l'exploitant pour assurer une partie du SI industriel, sur lequel il n'a pas de vision, ne connaît pas forcément l'automate qui est dedans, le PC, le système d'exploitation. Parfois, il y a des routeurs 4G, on n'est pas au courant, ça fait partie du package global qui est livré par l'intégrateur. Donc voilà des sujets assez complexes. Et enfin, dernière conviction sur ce slide et sur la partie résilience. Aujourd'hui, dans un certain nombre de secteurs d'activité industrielle, pour être résilient, ça ne s'arrête pas au SI industriel. On a beaucoup de clients qui, finalement, en cas d'indisponibilité de l'ERP, par exemple, eh bien, au bout de 24-48 heures, ne sont plus en capacité de continuer à produire, parce qu'ils ne vont pas pouvoir stocker, ils ne vont pas pouvoir expédier aux clients. Et donc, finalement, dans une chaîne de manufacturing très intégrée et très efficace comme on les a aujourd'hui, finalement, le SI industriel, c'est une part importante, mais ce n'est pas la seule. Et donc, la résilience doit se penser au sens global sur l'ensemble de la chaîne qui permet d'assurer la livraison des produits aux clients. En conclusion, et je vais aller très vite sur la conclusion, ce que je vous invite à faire, c'est repenser votre vision des SI industriels. On a souvent la vision assez traditionnelle et un peu pessimiste qui est de dire pourquoi est-ce qu'il y a 20 ans de retard sur les SI industriels ? Parce que les composants sont anciens, parce qu'on ne s'intéresse pas à la confidentialité, parce que finalement il y a des protocoles propriétaires et que les systèmes n'étaient pas prévus pour être connectés. Aujourd'hui, moi je vais vous proposer une nouvelle vision, un peu plus optimiste, qui met l'accent sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est facile de faire de la cybersécurité des SI industriels, ou en tout cas pourquoi est-ce qu'on peut y arriver. Premièrement, il y a peu d'évolution. Si en 2021 je design et je sécurise mon système correctement, il va le rester pendant 5 ans, 10 ans, parce que finalement il n'y a pas des évolutions constantes, ou en tout cas moins fréquentes que sur le SI bureautique. Deuxièmement, pas de problématique de chiffrement. Je n'ai que très peu de données confidentielles dans les SI industriels. Franchement, dans 99% des cas, les données qui circulent au niveau des automates, elles n'ont rien de confidentiel, donc ça fait un problème en moins. La culture de la qualité et de la gestion du changement est un atout majeur pour mettre en place des mesures de cybersécurité industrielle. La plupart des gens qu'on rencontre sont extrêmement motivés et ont vraiment la volonté de bien faire. Il faut simplement les informer des nouveaux risques dont ils n'ont pas connaissance. Et enfin, même si on rate tout sur la cybersécurité des SI industriels, si on a sécurisé correctement les SIS, les systèmes instrumentés de sûreté, on sait qu'il n'y aura pas d'accident ou d'incident majeur. Donc ça aussi, c'est un point extrêmement important. Si on sécurise ce tout petit périmètre correctement, on sait que même si on rate tout le reste, le site ne va pas exploser, et ça, c'est quand même plutôt rassurant. Très bien, et ça va être la fin de la présentation. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous avez des questions pour Jérôme Billois ou Arnaud Soulier? Oui, devant moi. Oui, bonjour, Vincent Scherer de GRT Gaz. Vous dressez un tableau effectivement assez contrasté des failles restantes et finalement des problèmes qui restent à résoudre dans le SI industriel qui finalement n'ont pas tant évolué que ça. Pour vous, la cause finalement sous-jacente, est-ce que pour vous, vous la voyez plutôt en raison peut-être d'un manque de moyens finalement alloués à ce sujet de la part des responsables concernés, d'un manque de formation comme vous le dites, ou d'un manque de culture ou de volonté de la part des décideurs d'y aller? Qu'est-ce qui est le plus important dans cette situation pour vous et qu'est-ce qui pourrait vraiment débloquer la situation? Je vous remercie pour la question qui est une question très difficile. Comme vous l'avez évoqué, il y a plein de sujets sur lesquels il faudrait progresser aujourd'hui. De mon point de vue, il n'y a pas un sujet budgétaire plus important que dans d'autres secteurs. Les secteurs industriels comme les secteurs IT en général sont contraints par le budget et surtout par la charge de travail et la disponibilité des personnes. Donc aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que le faible nombre d'attaques, je parlais de 12%, ça paraît élevé, mais ça reste acceptable en termes de pertes, fait que finalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas conscience aujourd'hui des risques et qui donc ne se lancent pas dans le cercle de identification des risques, évaluation de mon niveau de sécurité, plan d'action et
mise à disposition de temps et de budget pour les gens pour le faire. Mais je pense qu'au départ, c'est parce que pour l'instant, ça reste assez négligeable. Et après, évidemment, dernière remarque sur ce sujet, il y a des disparités énormes entre les secteurs qui sont réglementés et ceux qui ne le sont pas, évidemment. On parle notamment de NIS, de LPM. On ne l'a pas fait apparaître dans ce benchmark, mais il y a des différences effectivement très importantes avec des niveaux de maturité qui sont très proches de la cible, on va dire, côté sites soumis à une réglementation et ceux qui ne le sont pas. Allez, une autre question. On dépasse un peu sur le temps, mais ce sera la dernière. Bonjour, Paul Frausto. Merci Arnaud pour la présentation de Michelin. En question, on a bien vu dans ton tableau la maturité des industriels, de façon très générale. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la maturité des fournisseurs de solutions pour le monde cyber? Est-ce que vous avez constaté qu'il y a une maturité, ils prennent en compte la cyber, ou est-ce que c'est toujours aux clients de toujours demander de faire des efforts à ces fournisseurs? Merci. Alors, globalement, étant donné que les clients ont commencé à être plus demandeurs, les offreurs ont adapté leurs offres et aujourd'hui, la plupart des industriels vont proposer, au-delà de produits qui ont des fonctionnalités de sécurité, qui sont une robustesse variable, on va dire, vont quand même proposer des services autour de ça et se sont mis en ordre de marche pour proposer des choses sécurisées. En revanche, de ma vision, ça reste aux clients d'avoir la maturité suffisante pour demander de manière assez précise ce qu'il attend. J'ai pour l'instant vu peu de fournisseurs qui étaient en capacité de, comment dirais-je, par défaut, de proposer à leurs clients des choses très sécurisées. Ça va principalement être dans les secteurs là aussi réglementés, où les fournisseurs vont arriver avec des produits ou des offres packagées qui vont répondre, on va dire, aux contraintes réglementaires. Sur le secteur non régulé, si le client n'est pas en capacité de décrire très précisément ce qu'il veut, on aura sans doute des choses qui ne seront pas à la hauteur. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Wavestone d'avoir partagé cet audit sur la sécurité des systèmes d'information des sites.